Comment ensemble, en toute harmonie dans la planète, et vraiment j'ai la solution. Alors, on va peut-être essayer de bâtir ensemble quelques pistes pour y arriver, ce sera peut-être plus modeste. Alors, rapidement, je vais parler surtout des choses. Je partage beaucoup de choses qui a été dit, et je vais peut-être évoquer les choses peut-être sur lesquelles on n'a pas encore parlé. Alors quand même, définition d'abord d'un prix injuste. Puisqu'on va parler de prix juste, vous pourrez s'interroger qu'est-ce que c'est qu'un prix injuste dans notre société. Alors je donne souvent les mêmes exemples, mais par exemple, un lait pas cher, qu'on trouve dans un supermarché, et qui nous coûte hyper cher, parce qu'on paye des impôts pour retirer des algues vertes sur le littoral, on paye peut-être des antibiorésistances, ça j'arrive même pas à mettre en termes monétaires, et donc on se retrouve sur les propos là de Patrick Livret. Donc il y a des questions environnementales, peut-être que ça participe à l'effet de serre et autres, ce que les économistes appellent des externalités négatives. Donc il y a des coûts qui n'apparaissent pas dans le prix du produit tel qu'on l'achète sur un marché, mais dont on va devoir impérativement tenir compte quand on va s'interroger de, ici et nous, de construire, et non pas seulement laisser former un prix par la main invisible, mais de construire un prix juste. Et puis, un prix injuste, c'est celui aussi qui fait qu'il y a aujourd'hui des agriculteurs qui se suicident, qui se sont endettés, se trouvent pas rémunérés, ne savent pas comment rembourser. Donc, on va mettre fin à ça. Voilà, première ambition. Essayer de trouver des pistes pour mettre fin à ce genre de désordre. Alors, deuxième chose dont on a un peu parlé, mais je vais en parler légèrement autrement, la relation qu'il y a donc entre valeur et prix, quitte à reprendre un peu finalement la valeur d'un bien. Est-ce que ça ne pourrait pas être mesuré par la quantité, la pénibilité du travail qui était nécessaire pour le produire? Et là, vous êtes au courant, dans ce monde, on s'échange au même prix. 2 sacs de riz qui se vendent au même prix sur le marché mondial. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 200 fois plus de travail agricole dans le sac de riz qui a été produit par une femme qui repique le riz à la main que dans un prix de riz qui vient de Camargue ou de l'Arkansas, où évidemment on ne repique plus le riz à la main, c'est le semoir rotatif, c'est le tracteur forte puissance. Et ce qui veut dire qu'une femme qui repique son riz à la main, pour acheter éventuellement quelques produits de première nécessité, en concurrence avec le voisin est loin, parce que les sacs de riz sont à côté les uns des autres, accepte une rémunération de son travail aujourd'hui 200 fois inférieure. Et ça quand même, y compris quand on s'interroge sur la rémunération des ouvrières du textile au Cambodge, il va de soi que si les multinationales vont délocaliser l'industrie là-bas, c'est pour mettre à profit une main-d'œuvre bon marché, et cette main-d'œuvre est d'autant plus bon marché qu'il y a un afflux de gens qui migrent de la campagne vers la ville. C'est tellement peu rémunérateur de produire du riz dans un pays comme le Cambodge qu'on essaye, même si on est hyper exploité, de se vendre à un prix extrêmement bas au Bangladesh. Vous voyez qu'on va avoir du mal à construire un prix juste, et quand on va essayer de construire, parce que je partage complètement, sur l'étiquette, c'est bien ça qu'on va essayer de faire ensemble, c'est d'essayer de construire quand même un prix juste, en référence, j'imagine, à un panier de biens. Je reprends ce qui a été dit. Sauf que dans ce panier de biens, si vous me demandez moi comment je dois être rémunéré, quel est mon panier de biens absolument indispensable, moi, Normand, je suis désolé, j'ai besoin d'un camembert de Normandie ou les crus. Si vous commencez à mettre dans le panier là, de quel roi, nous allons essayer de bâtir un prix juste en France. Nous allons mettre dans notre panier de biens des choses qui nous apparaissent indispensables, et nous allons oublier le camembert de Normandie ou les crus quand nous allons faire le panier de biens au Bangladesh ou au Cambodge. Attention, hein, on est parti dans des aventures qui vont quand même pas être faciles. Parce qu'on dit, ah oui, mais c'est pas les mêmes coûts de la vie. Non, non, c'est bien le niveau de vie, alors mesuré en termes monétaires, hein, avec toutes les insuffisances par rapport à ce qu'a dit Patrick tout à l'heure, hein. Mais même qu'on va essayer de mettre un espèce de prix en termes monétaires qui intègre les externalités négatives, qui intègre des conditions de vie décentes, dignes, etc., ce que je crois sont des valeurs que nous partageons tous, on va quand même avoir quelques difficultés, et j'imagine même qu'on va pouvoir dénoncer sur
ben, on est bien arbitraire quand on définit les paniers de biens de façon différente d'un pays à l'autre. Et je pense qu'il va falloir assumer ça. C'est assez horrible hein, ce que je vous raconte, d'assumer le fait que peut-être on ne va pas mettre exactement les mêmes biens et services dans les paniers selon les endroits où nous nous situons. Je pense qu'on ne pourra pas y échapper, mais évidemment, c'est matraquable, facile. Moi, je suis prêt à des conseils aussi. Donc, vous voyez, on va essayer de bâtir. Alors, après, si on parle donc sur le marché mondial, en termes de compétitivité, 1 à 200 la différence de productivité du travail, quand on va s'intéresser nord-nord, ce ne sera pas 1 à 200. Mais si on signe les TAFTA, si on signe les TTIP, si on signe le CETA, pareil, hein, en Afrique, si on impose des accords de partenariat économique, on est monstrueux. Donc quand même, agir un jour pour que le commerce devienne plus équitable, ça va être effectivement de montrer qu'autre chose est possible, mais on ne va pas quand même s'empêcher de dénoncer des accords où on cherche à mettre en concurrence des gens dont les niveaux de productivité sont aussi inégaux. On va, nous, pas jouer la carte de mettre un corps à pied en compétition avec un pilote de Formule 1, et de surcroît, nous dirait Jean-Christophe Kroll, c'est le pilote de Formule 1 qui est subventionné, c'est ça? Bon, donc bien plus que subventionné. Alors, on est dans maintenant prix et rapport de force. Alors ça a été évoqué, et je partage complètement ce qui a été dit. Dans les rapports de force, donc il y a déjà sur le marché mondial des rapports de compétitivité extrêmement inégales. Ça, il va falloir qu'on s'en protège. Moi, j'accepte le mot protéger, l'appellation d'origine, protéger notre santé contre les aux hormones, ce genre de choses. Moi, à la limite, si vous me traitez de protectionniste, que la protection, c'est notre santé, c'est notre environnement, c'est tout ça, notre bien-être qu'on veut protéger, écoutez, j'accepte d'être insulté et traité de protectionniste. Toi aussi, je m'en doutais. Mais voilà. Alors, dans les rapports de force, évidemment, on a évoqué, peut-être assez peu, mais on va devoir y faire face, quand même à ces intermédiaires, hein, ça a été clairement dit, hein. Il y a le producteur, il y a le consommateur, et puis on ne s'en compte pas souvent, hein. Et il y a des intermédiaires en position de quasi-monopole. Donc on va devoir, et c'est un des principes aussi du commerce équitable, tout simplement de mettre fin à ces monopoles. On est d'accord? Pardon. On va voir comment on va y parvenir, mais c'est quand même un des problèmes pas simples sur lesquels il va falloir qu'on réfléchisse un peu ensemble. Notamment, parce que je partage le point de vue, une agriculture contractualisée, une agriculture qui assure une sécurité, une relative stabilité face à la volatilité des prix. Alors on a évoqué la volatilité des prix, c'est vrai que dans l'agriculture, une suroffre peut se traduire momentanément par un effondrement des prix. Une sous-offre peut se traduire brutalement par une montée des prix. Et puis si en plus il y a des marchés à terme, alors là, alors, on régule, hein, dans les rapports de force, parfois ça prend la part offre et demande, mais soyons clairs, hein, on est capable de créer des pénuries. N'oubliez pas que jusque 2008, on mettait des terres en jachère en France, hein, pour limiter l'offre et éviter que les prix s'effondrent. N'oubliez pas que jusque l'an dernier, on mettait encore des quotas laitiers. D'ailleurs, moi je serais pour ne pas les supprimer. Et on parle de supprimer les quotas sur le sucre. Donc, il y a, dans les rapports de force, certes, il y a un équilibre offre-demande qui se fait à tel prix. Enfin, il y a des rapports de force qui font que certains sont capables de créer des pénuries. Et alors, en 2008, quand les stocks mondiaux étaient au plus bas, et quand voilà que les prévisions climatiques étaient catastrophiques pour l'Ukraine et l'Australie, il y a des gens qui, sur des marchés à terme, ont acheté des droits de se faire livrer du blé à tel endroit, à telle date, à tel prix, à telle date, à tel terme. Ça se passe sur des marchés à terme et les gens ne sont absolument pas en prison. C'est totalement légal. Sauf que les gens qui achètent le droit de se faire livrer des prix à tel endroit, à tel prix, à telle date, ils le font non pas pour se le faire livrer, mais pour le revendre 20% plus cher 3 semaines plus tard. Alors ça, si vous voulez jouer sur la fluctuation des prix, les hauts, les bas, etc., alors il faut continuer avec ça. On va s'attaquer au marché à terme, Julie. J'étais en train de penser, la prochaine table ronde, on devrait inviter un criminologue et réfléchir à la criminalisation des marchés à terme et des gens qui s'en servent. Absolument. Donc on va commencer à mettre en prison tous ces spéculateurs. Alors on va devoir quand même se battre contre ça. Nous, nos expériences, hein, on va devoir... Enfin, je trouve qu'on a un gros travail à mener. Hein, je ne sais pas si ça va autre chose sur lequel on va devoir plancher, notamment quand on va parler ici équitable Nord-Nord. Au fond, on a beaucoup parlé de revenus décents.
un peu de garantie des revenus face à la volatilité de ce monde. La question va être, est-ce que ça va être à travers des prix, avec toutes les insuffisances dont on a parlé tout à l'heure, ou est-ce qu'après tout, ça peut être des subventions? Après tout, ces paysans, c'est des mendiants, bah, écoutez, on va leur donner une obole tous les ans. Est-ce que c'est digne, les subventions? Moi, je serais pour qu'on arrête ça et que l'on trouve des prix qui soient rémunérateurs, c'est-à-dire que la garantie des revenus, le revenu décent, le droit des peuples à vivre et de travailler dignement au pays, le droit des paysanneries de travailler par elles-mêmes et de nourrir par elles-mêmes leur peuple sans avoir à dépendre de l'étranger. Moi, je serais quand même assez pour que ça puisse apparaître derrière la forme de prix. Mais alors, du coup, des prix qui intégreraient les externalités positives, c'est-à-dire que si les agriculteurs contribuent à séquestrer du carbone, limiter l'effet de serre et tout, après tout, par voie contractuelle, je reprends l'idée de la contractualisation, à tel endroit, on considère que c'est intelligent, je paye. Remarquez, si quelqu'un fait un bon produit bio, moi je serais même pour que les subventions actuelles de la PAC ne soient pas données directement aux agriculteurs, mais passent par la restauration collective. Et elle, la restauration collective, sans que les parents d'élèves aient besoin de payer plus le surcoût d'un bio, si le bio exige plus de travail, ce qui est le cas fréquemment, l'agriculture artisanale, ou l'agriculture industrielle, si elle exige plus de travail, mais correctement rémunérer le producteur, on en revient à la quantité de travail qui a été nécessaire pour le produire, c'est bien que c'est soit en fonction de ça, la reconnaissance de ce caractère artisanal à travers la qualité d'un produit. Ici, les subventions transitées par la restauration collective, c'est la restauration collective qui serait subventionnée, et elle achèterait à un prix rémunérateur le bon produit, récompensant le caractère artisanal d'un produit qui n'est plus celui de l'agriculture industrielle. Et puis si on veut que les produits bio soient accessibles aux couches modestes à domicile, ben écoutez qu'au moins, les gens qui font des démarches de progrès, vous fixez du carbone dans les sols, je vous paye, vous mettez des protéines, ça nous évite l'importation de soja, ça nous évite l'importation de gaz naturel russe pour fabriquer des engrais azotés de synthèse, eux-mêmes très émetteurs de protoxyde d'azote. C'est conforme à ça. Les légumineuses ressusciteraient peut-être les abeilles, ça nous permettrait la fécondation des pommiers et des poiriers. Si vous considérez que c'est un service d'intérêt général, moi je trouve qu'il faut payer. Il faut payer par la voie contractuelle. Si vous mettez des ça héberge les coccinelles, ça nous évite des pucerons. Ça nous évite des pesticides, ça nous évite des perturbateurs endocriniens dans la nourriture. Moi, après tout, je ne suis pas contre, je paye. Moi, l'idée de rémunérer par des prix, nous déciderions évidemment de rémunérer toute une série de services qui ne sont pas rémunérés aujourd'hui, positifs. Alors remarquez, si vous me dites aussi qu'il faut taxer les pollueurs, moi, je veux bien qu'on taxe le carbone, je veux bien qu'on taxe les engrais azotés de synthèse, ça inciterait nos agriculteurs à mettre des légumineuses. Et puis, nous importer moins de soja brésilien, j'ai découvert au Brésil que les Brésiliens n'étaient pas heureux de produire au soja pour nos cochons, nos volailles, nos ruminants, alors que eux, les Brésiliens, aimeraient bien nourrir des Brésiliens. Peut-être que tous, on aurait intérêt à rémunérer ces agricultures novatrices en circuit court, qui nous fabriquent un bon environnement, qui nous fabriquent une alimentation saine et avec un prix qui permet de rémunérer des gens droits dans leurs bottes, fiers de leurs produits, fiers de rendre un service d'intérêt général. Voilà la solution que Julie me demandait de vous dire. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué, il suffit de faire ça. Alors vous l'avez compris maintenant, la discussion c'est le mouvement du commerce équitable, avec Impact, avec les CIVAM, avec la FNAM, avec tous ensemble, paysans, ça a été dit, tout le réseau Impact, les semences paysannes et autres. Comment on va procéder? Alors moi, je reprends les deux expressions. On est dans cette perspective d'expérimentation émancipatrice, donc c'est l'expérimentation. Je pense que dans nos débats, il faut accepter le fait que notre combat ne sera pas toujours parfait, notamment quand on va mettre un panier des biens et un coût de production en fonction de la rémunération du travail familial là-bas, qui ne sera peut-être pas la même quand on le fera au Mali chez nous. On va voir quand même qu'on est contraint de passer par cette épreuve-là. Et il va falloir cette expérimentation, c'est pas encore parfait, mais par contre, alors, il nous faut réussir à montrer que d'autres choses est possible, aussi bien là-bas que chez nous, et on n'oubliera pas derrière ça, je pense que c'est important dans le commerce équitable, cette vision transformatrice, pour reprendre l'expression de Patrick Vivray, c'est-à-dire un jour, on ne va pas signer le TAFTA, on ne va pas signer le TTIP, on ne va pas signer le CETA, on ne va pas imposer aux pays africains des accords de partenariat économique, on va créer des plateformes logistiques, de circuits courts, de produits bio,
on va commencer à concurrencer les 5 grandes centrales d'achat, les Ravitail, les Auchan, les Mammouth, ça Mammouth c'est un peu désuet, mais et autre chose, je veux dire, on va quand même pas oublier qu'il faudra mettre fin à ça aussi. Voilà, c'est tout. La réponse. Écrase les prix,